Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je sais, je fais comme tout le monde puisque comme c'est le mois de septembre, je vous parle de rentrée, je vous parle d'école, je vous parle de livres. Et dans cette vidéo, comme vous le voyez dans le titre, je vous parle de 10 livres un peu particuliers. Je vais vous parler en effet des 5 livres qui ont marqué ma scolarité dans un sens positif et 5 livres qui ont marqué ma scolarité dans un sens négatif. Donc c'est un top 10 mélangé entre un top 5 et un flop 5. Oui, je dis pas top 5 et flop 5, je trouve que ça fait très bizarre. Je vais commencer par vous parler des 5 livres que je n'ai pas aimé lire à l'école et pour ça je vais y aller dans un ordre chronologique. Le premier livre que je vous présente que je n'ai pas aimé lire à l'école, c'est La Vénus d'Île de Prosper Mérimée. J'étais en 4e quand notre professeur nous a donné ce livre à lire et je ne sais pas aujourd'hui pourquoi je n'ai pas aimé La Vénus d'Île. Et La Vénus d'Île, l'intrigue pour moi est floue aujourd'hui parce que j'ai vraiment fait un rejet de cette œuvre quand je l'ai lue en 4e. En même temps, c'était pas une période très facile pour moi cette période-là, donc je pense que ça a beaucoup joué sur le fait que je n'ai pas apprécié ma lecture parce que en fait, aujourd'hui, je pense que cette lecture aurait tout pour me plaire puisqu'on va suivre un jeune homme qui va se marier avec une jeune fille. Il y a une statue dans le jardin qui est la statue de Vénus et cette statue de Vénus va revêtir le caractère fantastique de la nouvelle puisque il va y avoir un meurtre de commis et tout accuse étrangement la statue alors que pourtant c'est impossible. Comme je suis une très grande admiratrice des nouvelles fantastiques de Théophile Gautier, il semblerait logique que j'aime La Vénus d'Île de Prosper Mérimée et pourtant quand je l'ai lu, j'ai détesté cette œuvre. Vraiment, je l'ai détestée et l'intrigue est à la fois très claire pour moi et à la fois très floue. Je ne me souviens plus en détail des événements qui se passent dans cette nouvelle. Je pense qu'il faudrait vraiment que je la relise aujourd'hui avec du recul en étant hors contexte scolaire en fait pour pouvoir la redécouvrir et certainement l'apprécier puisque c'est une nouvelle fantastique, il y a une statue figée en pierre qui tombe amoureuse d'un être humain, enfin il y a tout ce côté fantastique que j'aime chez Gautier et je pense que je pourrais aussi l'apprécier chez Mérimée. Ensuite je passe à Rhinocéros de Ionesco que j'ai lu en première. En fait en théâtre je suis une admiratrice des classiques et sinon dans l'absurde j'aime seulement Beckett et j'ai l'impression que soit on aime Beckett soit on aime Ionesco et moi je n'aime pas Ionesco. Rhinocéros ça nous parle de Béranger qui est un jeune homme qui est un anti-héros en fait, qui n'a rien d'un héros et qui est dans une société où tout le monde va se retrouver jour après jour transformé en rhinocéros, contaminé par la rhinocérite. Ionesco pourtant dans cette pièce nous parle du totalitarisme, des risques, de l'attrait que peut avoir le fait d'être comme tout le monde puisqu'on a le personnage de Daisy qui à un moment trouve les rhinocéros très beaux et se dit qu'après tout c'est pas grave d'être un rhinocéros, qu'ils sont beaux et qu'elle sera comme tout le monde, qu'elle ne sera pas seule. Et pourtant cette pièce je ne l'ai pas appréciée parce que je n'aime pas l'écriture de Ionesco, je n'aime pas l'écriture absurde, c'est vraiment je suis imperméable à cette écriture, ça ne me touche pas du tout et en plus ça a ce côté aussi dystopique que je n'aime pas beaucoup. J'avoue que moi, à chaque fois que c'est quelque chose de très dystopique comme 1984 ou Hunger Games ou Divergente, enfin ce genre de livre, ce genre de récit, de fiction, moi ça ne m'intéresse pas et ça ne me touche pas parce que je trouve souvent que c'est très cliché. Alors comme dans n'importe quel genre il y a toujours des clichés, mais je trouve que dans la dystopie il y a toujours le cliché de c'est une société totalitaire qui prive les gens de liberté, attention notre société va nous aussi un jour nous priver de liberté. Je trouve que des fois on en fait trop dans le côté dystopique et moi ce n'est pas quelque chose qui me touche et surtout en théâtre où j'aime les auteurs classiques comme Shakespeare, comme Racine, comme Musset, comme Hugo. Et ben pour moi l'écriture de Ionesco elle est beaucoup plus plate et un peu presque pas risible parce que c'est méchant mais vous voyez elle me touche pas. Voilà c'est tout, c'est une écriture qui me touche pas. Un autre livre que j'ai lu en première c'est Germinal de Zola que je n'ai pas du tout aimé. Je vous en supplie, si vous aimez Zola ne me jetez pas des pierres et si vous aimez Germinal je vous en supplie pardonnez-moi mais je ne supporte pas Germinal, j'ai détesté ma lecture. Et petite anecdote, à mon oral de français, je rêvais de tomber sur l'Incipit de Candide. J'arrive devant la professeure qui allait m'interroger et elle commence à regarder ma liste et elle fait « Bon alors, vous allez étudier l'Incipit » dans ma tête. C'était « De Candide, de Germinal ». Ah,
tant pis. Mais vraiment, cette œuvre, je ne l'ai pas aimée. Pour moi, c'était horrible à lire. Déjà, Zola, j'aime pas beaucoup. Pour vous dire, après Germinal, je me suis dit, quand même, il faut que tu t'accroches parce qu'il y a tellement de personnes qui aiment Zola, il faut que tu trouves une œuvre qui te plaise. Donc j'en ai lu pas mal de Zola, mais les deux œuvres que j'apprécie de lui, c'est Nana et c'est Au bonheur des dames, qui est vraiment l'œuvre que j'aime de Zola. Mais Germinal, qui nous parle donc d'Étienne, qui est cet homme qui va devenir mineur dans ces mines du Nord et qui va mener la révolte des mineurs contre le système qui l'oppresse. En fait, cette œuvre respire trop la misère. Vous allez me dire, c'est le but. Mais moi, ça m'a pas touchée. En fait, j'ai trouvé ça trop malsain. Et surtout, j'ai trouvé ça beaucoup trop descriptif. C'est ça, c'est que des livres qui parlent de la misère, c'est pas forcément ce que je lis, c'est pas ce que j'aime lire. Chacun a ses thèmes favoris et moi, ça n'en fait absolument pas partie. Mais en plus, quand c'est Zola qui écrit sur la misère, il nous en rajoute encore et ça devient pompeux, ça devient prise de tête. Et vraiment, Germinal, c'est vraiment l'œuvre. Enfin, pour moi, c'est une des purges littéraires que j'ai lues à lire en cours. Alors c'est très fort et vous allez crier au scandale parce que Zola est un maître de littérature, je le sais bien, mais moi Germinal, j'ai pas accroché et j'ai pas honte de dire je n'ai pas aimé Germinal de Zola. Vraiment, j'ai aimé d'autres romans de Zola, mais Germinal, j'ai pas accroché. Je trouve que c'est un roman très lourd, très miséreux, très pleurnichard aussi. Le quatrième livre que j'ai eu à lire en cours et que je n'ai pas du tout aimé, c'est L'Acte Inconnu de Valère Novarina. Vous ne connaissez pas L'Acte Inconnu de Valère Novarina? C'est normal. C'était l'œuvre au programme des bacheliers d'option théâtre Lourdes en 2011, 2012 et 2013. Et L'Acte Inconnu, ça ne raconte rien. Voilà. Valère Novarina, allez voir sur YouTube, je pense qu'il y a des extraits de ces pièces, de ces mises en scène. C'est un dramaturge qui est plasticien et qui fait parler ses personnages dans une langue qu'il invente, tout simplement. Alors c'est quand même la langue française, mais leurs phrases ne veulent rien dire, ils ne se répondent pas. Pour moi, c'est une des pièces, L'Acte Inconnu, qui explique le mieux ce qu'est le théâtre contemporain aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'élitiste. Forcément, vous voulez... Enfin, c'est un truc que je trouve aberrant. On veut que les gens s'intéressent à la culture, que les gens aillent au théâtre, que les gens se cultivent, mais dans nos théâtres, on leur propose des pièces comme L'Acte Inconnu qui sont incompréhensibles. Même moi, en l'ayant étudiée en cours, je la trouve incompréhensible. Elle n'a pas d'explication réelle, c'est juste un auteur qui avait de l'argent et qui s'est fait un délire scénographique, artistique, et voilà. Et j'ai vu à la Comédie de Reims, quand j'étais en terminale, non, quand j'étais en première, Le Vrai Sang, qui est une autre pièce de Valère Novarina, pendant 3 heures, et ben c'est rien du tout. Voilà, c'est des personnages qui arrivent sur scène, qui balancent des phrases, qui s'en vont, qui font des galipettes, il y a de la peinture, il y a d'autres choses, il y a un petit peu de chanson, ça c'est un petit peu drôle, mais c'est tout. Vraiment, si vous voulez savoir ce qu'est le théâtre contemporain élitiste, qui est gavant, disons-le clairement, qui est gavant, jetez un œil sur une page de L'Acte Inconnu, c'est tout. Et le dernier livre que j'ai dû lire pour mes cours, mais que j'ai détesté au lycée, c'est Les Mémoires de Gaulle, le tome 3. Oui, je suis de cette génération-là qui a eu les Mémoires de Gaulle au bac. Les Mémoires de Gaulle au bac de littérature. Alors, le général de Gaulle est un grand homme. Certes, il n'y a rien à redire là-dessus, sur les exploits, sur tout ce qu'il a fait pour la France. Mais le général de Gaulle n'est quand même pas écrivain. Dans le tome 3 des Mémoires de Gaulle qu'on avait étudié en littérature, on se tape plus de 400 pages de description de la politique française d'après-guerre, des dernières batailles de la Seconde Guerre mondiale, pour avoir, dans les 4 dernières pages, une écriture à la Chateaubriand. Voilà, parce que De Gaulle aimait beaucoup Chateaubriand. Donc du coup, il s'est fait un petit plaisir dans ses mémoires. Dans les dernières pages, il a décidé d'écrire comme Chateaubriand, de manière très poétique, très onirique, sur l'homme qui s'en va, mais qu'il sait qu'il reviendra, car le meilleur reste à venir, et que demain, après tout, est un autre jour, comme dirait Scarlett O'Hara. Oui, j'ai détesté lire les mémoires de Gaulle au bac.
Et maintenant parlons des livres que j'ai aimé lire à l'école. Et cela, il y en a plutôt pas mal, mais en même temps c'est difficile de classer les livres que j'ai vraiment aimé lire. Tout d'abord, en 5e, j'ai eu un vrai coup de cœur pour Yvain ou le Chevalier au Lion. À mon époque, en 5e, on étudiait le Moyen-Âge, les récits de chevalerie. Et moi, j'ai lu en classe Yvain ou le Chevalier au Lion, que j'ai beaucoup aimé, de Chrétien de Troyes. On va suivre un jeune chevalier, Yvain, qui va suivre tout un parcours initiatique pour devenir un vrai chevalier, qui va avoir des épreuves et qui va tomber amoureux et qui va pratiquer l'amour courtois avec sa dame. Les récits du Moyen-Âge, ça a toujours été quelque chose qui m'a attirée de par mon prénom, de par l'origine de mon prénom qui vient des lectures médiévales de ma maman. Et forcément, dès que je suis en face d'un récit de chevalerie, j'ai envie d'y croire, j'ai envie et je m'immerge assez bien dans ce récit. Et j'aime beaucoup les récits médiévaux, les récits de chevalerie. Même si je reconnais que parfois c'est difficile à lire parce que c'est beaucoup de traductions d'ancien français sans... Enfin c'est vraiment juste de la traduction littérale sans y mettre quelque chose de plus lisible, si je peux dire. Mais Yvain ou le Chevalier au Lion, c'est vraiment, ça m'a plu, ça m'a plongé dans les chevaliers de la table ronde, dans le mythe arthurien, dans cet univers qui me plaît tant. Ensuite, en seconde, j'ai adoré découvrir Hernani de Victor Hugo. Hernani, c'est une des pièces de Victor Hugo qui a déclenché la fameuse bataille d'Hernani. La bataille d'Hernani, en fait, ça a marqué un tournant dans l'histoire du théâtre français puisque Victor Hugo a créé un genre au théâtre qui est le genre du drame romantique. Le drame romantique, ça prend ses inspirations, ses racines dans le théâtre élisabétain que pratiquait Shakespeare. Shakespeare, dans son théâtre, mêle aussi bien comédie et tragédie, même si certaines pièces sont plus de la comédie, certaines pièces sont plus de la tragédie, mais dans ces tragédies, par exemple dans Roméo et Juliette, on a de véritables scènes comiques qui viennent dans tout ça. Alors qu'en France, au XVIIe siècle, on a par contre une distinction très stricte entre la tragédie où tout va mal, tout se passe mal, et la comédie où c'est simplement drôle sans avoir forcément plus de réflexion à tirer de la drôlerie. En simplifiant beaucoup, je sais. Mais Victor Hugo, lui, va reprendre Shakespeare et va dire que dans la vie, tout n'est pas ou tout blanc ou tout noir et que dans la vie c'est plutôt gris et que le rire et les larmes, le tragique et le drôle se mélangent parfois pour créer des choses sublimes. Et Hernani est une pièce sublime qui va nous parler d'un jeune homme qui est amoureuse d'une fille qu'il ne peut épouser puisque le roi d'Espagne est amoureux de cette jeune fille et le roi d'Espagne n'est autre que Charles Quint, le descendant de Charlemagne, qui va se poser toute une question sur la royauté, sur le pouvoir. Il y a vraiment des monologues magnifiques, des scènes magnifiques dans Hernani de Victor Hugo et j'ai adoré le découvrir en seconde. Ça a réveillé quelque chose en moi à nouveau pour le théâtre, pour cet amour que j'ai de cet art. En première, je vous en ai parlé tout à l'heure, j'ai adoré découvrir Candide de Voltaire. Et pourtant, je partais avec beaucoup d'a priori sur Voltaire parce que je sais pas pourquoi, je ne l'aime pas trop. Oui, vous savez, des fois il y a des gens, vous les connaissez pas plus que ça mais vous vous dites je ne l'aime pas. Et ben moi ça me fait ça avec certains auteurs. Voltaire, j'étais persuadée que je ne l'aimais pas, sans savoir pourquoi. Et grâce à ma professeure, j'ai pu le découvrir à travers Candide. Tout le monde connaît l'histoire de Candide, qui est l'histoire de ce jeune homme qui va suivre un parcours initiatique. Et tout ça avec l'esprit du siècle des Lumières. Et j'ai trouvé ça drôle, Candide. Moi j'ai adoré Candide. Vraiment ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire avec ce Pangloss qui a une philosophie complètement dépassée. Enfin avec ce tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Je trouve ça très drôle. Voilà, moi j'ai ri devant Candide et j'ai adoré. Ça plonge en plus dans un univers de contes, mais un univers de contes pour grands qui montre les décadences d'une société. Voilà, en fait, comparé à la dystopie, je lui préfère le conte philosophique qui est plus drôle et qui m'emmène plus moi. Moi, ça me parle plus un conte philosophique qu'une dystopie. Et Candide, c'est une petite œuvre courte, facile à lire. Vraiment, je pense que tout le monde peut lire Candide et tout le monde peut apprécier Candide. On parle à nouveau de théâtre et cette fois je vous emmène du côté du théâtre antique avec Échille et Agamemnon. Agamemnon est la première pièce de l'Orestie d'Échille. L'Orestie comporte 3 pièces et Agamemnon est la toute première qui raconte le récit du roi Agamemnon qui revient de la guerre de Troie chez lui. Alors dans la mythologie grecque il y a plein d'histoires, c'est assez compliqué, c'est assez complexe, il faut avoir une bonne mise en situation pour pouvoir saisir toute la pièce.
Si vous avez vu le film 3 avec Brad Pitt, oubliez un petit peu ce qui se passe dans 3 avec Brad Pitt pour vous concentrer sur la réelle mythologie. Agamemnon, pour gagner la guerre de Troie, on simplifie, désolé pour ceux qui connaissent l'histoire et qui vont se dire mais non, c'est pas ça du tout, tu prends trop de raccourcis. Je suis désolée, mais j'essaie de faire au plus concis et au plus clair. Agamemnon, pour pouvoir gagner la guerre de Troie, a sacrifié sa fille Iphigénie. Et sa femme, Clytemnestre, ne lui pardonne pas ce meurtre. Et durant 10 ans, durant le temps de la guerre de Troie, elle prépare sa vengeance avec son amant et elle décide, pour venger sa fille, de tuer son époux Agamemnon. Voilà, en gros c'est ça l'histoire d'Agamemnon. Et dans Agamemnon, il y a un personnage qui me touche tout particulièrement, qui est le personnage de Cassandre. Cassandre, c'est une prophétesse qui ne voit que le malheur et qui n'est crue par personne. Elle a vu, avant la chute de Troie, voir tous les siens mourir en vision. Elle a dit ses visions et personne ne l'a cru. Et c'est terrible. Cassandre, c'est un personnage que j'ai eu la chance d'incarner pour mes scènes de bac. Et j'ai adoré jouer ce personnage aux portes de la folie, aux portes de la démence, de la... Jouer Cassandre, c'est arriver à être habité par quelque chose d'autre que soi, d'être habité par une autre voix que la sienne pour pouvoir montrer la femme normale qu'elle est, la jeune fille normale qu'elle est, qui est capturée par Agamemnon pour en faire sa maîtresse, et la prophétesse en fait, qui est habitée par autre chose, quelque chose de divin. Quand on joue Cassandre, ça se joue sur plusieurs niveaux et c'était un travail fou que de travailler Cassandre pour mes scènes de bac et j'ai adoré découvrir l'Orestie à travers Agamemnon et accessoirement lire ces pièces et faire l'option théâtre et faire de la littérature m'a donné une très solide culture générale et je ne remercierai jamais assez mes professeurs de m'avoir fait lire, enfin, ou de m'avoir plutôt fait apprécier toutes les œuvres que j'avais à lire à travers mon parcours littéraire. Et la dernière œuvre que je vous présente, que j'ai adoré découvrir en cours, et là je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont être d'accord avec moi, c'est un petit peu mon œuvre à moi que les gens n'aiment pas en général. Moi j'ai adoré découvrir Gargantua de Rabelais en terminale. En littérature, on avait 4 œuvres. On avait donc Tous les matins du monde de Pascal Quignard, Les mémoires de De Gaulle, tome 3 du général de Gaulle, on avait Gargantua de Rabelais et on avait À la lumière d'hiver qui est un recueil de poèmes de Philippe Jacotet et moi j'ai adoré découvrir Gargantua de Rabelais parce que j'ai trouvé ça plus que drôle. Moi Gargantua, j'ai ri à chacune des pages. On suit donc un géant qui est le géant Gargantua qui a une éducation de chevalerie, qu'on essaie de lui inculquer des choses et puis... En fait, si vous connaissez le film Monty Python Sacré Graal et si vous avez ri devant Monty Python Sacré Graal, et ben Gargantua, moi je trouve que c'est exactement ça. J'ai ri pareil. Ça nous plonge dans un Moyen-Âge drôle, grotesque. Par contre, oui, voilà, par contre c'est très grotesque. Voilà, c'est pas fin du tout comme humour, c'est pas subtil, l'humour de Rabelais. Mais moi j'ai ri. Et de ce récit qui fait rire, il faut savoir voir au-delà pour extraire la substantifique moelle, comme le dit Rabelais lui-même, pour voir ce qui se cache derrière la drôlerie, derrière le grotesque, pour voir les déboires que Rabelais explique d'une société. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les 5 livres que j'ai aimé découvrir en cours et sur les 5 livres que je n'ai pas aimé lire en cours vous aura plu, vous aura intéressé. Surtout, n'hésitez pas à me dire quels sont vous les livres que vous avez aimé découvrir grâce à l'école et les livres que vous n'avez pas aimé lire. Souvent il y a plus de livres qu'on n'a pas aimé lire plutôt que des livres qu'on a aimé lire, j'en suis consciente. Je vous embrasse et vous dis à une toute prochaine sur la chaîne.